Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h31, suite d'Europe 1 Soir avec le député PS du Calvados, Arthur Delaporte, Jules Torres du JDD, Adrien Matou est là. Sur les 66 députés socialistes, est-ce que tout le monde est aligné sur ce dégagement voulu de François Bayrou? Tout le monde est aligné sur le fait de ne pas voter la confiance, et donc nous voterons contre la question qui est posée par François Bayrou. 66 sur 66, il n'y a pas ici l'ombre d'un doute. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas du dégagisme, c'est prendre acte d'une défaite, d'une incapacité du Premier ministre à trouver sa majorité. C'est pas grave. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est juste qu'il est nul. Vous êtes d'accord? Et il va partir. Vous voyez, vous êtes encore plus... Oui, il est nul et il va partir. Mais ce n'est pas moi qui le dégage. Vous êtes encore plus virulent. Je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin, car comme d'autres, il n'a pas écarté l'idée d'une dissolution. C'est un acte extrêmement courageux de la part du Premier ministre François Bayrou et très démocratique de dire devant la difficulté, devant les efforts qu'il faudra faire, devant les semaines qui vont venir, qui vont être difficiles pour voter un budget, de dire à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire là où les représentants du peuple sont élus, est-ce que vous êtes d'accord pour que nous continuions sur la ligne que je vais dresser, c'est-à-dire le discours qu'il va porter le 8 septembre et qui définit, on va dire, le cadre de la négociation. Il faut faire des économies pour que le pays aille mieux. C'est extrêmement risqué, certains disent suicidaire. Mais ce qui est suicidaire, c'est de pas avoir de budget pour notre pays. Ce qui est suicidaire, c'est de pas avoir de gouvernement pour notre pays. Et là, on voit bien que les menaces multipliées de motions de censure, d'instabilité, en fait, rendent la France plus petite, plus difficile. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, une dissolution de l'Assemblée nationale? Moi, je ne souhaite pas de dissolution, je ne souhaite pas non plus, parce que vous savez, on parlait de stabilité, de nécessité de trouver, dans la condition actuelle de notre pays, une majorité politique, et je ne crois pas qu'une dissolution soit de nature à régler les problèmes, puisqu'il est probable qu'après une dissolution, on se retrouve peu ou prou avec la même Assemblée. J'ai pas l'impression vous n'en savez rien et que les clivages est fondamentalement changé. Est-ce que la réalité, c'est que vous ne craignez pas qu'il y ait davantage de députés RN? Possible. Mais je ne suis pas électeur. Mais s'il y a une dissolution, nous serons prêts. Voilà, on a lancé cet été un plan de dissolution qui nous permet d'identifier les circonscriptions que nous pouvons gagner, que nous n'avons pas réussi la dernière fois, d'identifier des profils aussi sur ces circonscriptions-là, de préparer plus largement la campagne. Donc oui, nous nous préparons à une dissolution. Ce n'est pas l'hypothèse que nous privilégions, parce que moi je pense qu'il faut toujours raisonner à cadre constant, et donc on a un Parlement composite, le prochain le sera sans doute s'il y a une dissolution. Il faut trouver une majorité à partir de ce Parlement, et la gauche devrait être... Est-ce qu'on peut réellement la trouver, puisqu'on voit bien que depuis un an c'est extrêmement compliqué. François Bayrou et Michel Barnier avant lui essayaient soit de draguer les 66 députés socialistes, soit les 140 députés RN. Évidemment, il y a des grandes différences, vous avec François Bayrou et le RN avec François Bayrou. Donc il y a ces trois couloirs de nage, et elle n'est pas là, la majorité, elle n'existe pas. Et donc la stabilité dont vous parlez, elle est impossible aujourd'hui en l'état actuel de la composition de l'Assemblée. Vous avez raison sur ce point. C'est-à-dire que... vous avez raison sur la tripolarisation. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, elle est aussi impossible parce que ceux qui nous gouvernent sont dans le carcan de la majorité absolue et d'une pratique présidentialiste de la Ve République. Ils ne sont pas rentrés dans un mode d'état, dans un état d'esprit parlementaire. Qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit parlementaire? C'est on se réunit et on essaie de voir où sont les points de consensus et les points de dissensus. Ça n'a jamais eu lieu depuis un an, et c'est malheureux. Mais est-ce que vous, justement, Adrien Matou, évidemment, en tant que socialiste, vous êtes les chantres d'un parlementarisme affirmé, mais est-ce que vous, en présentant votre plan, alors on le connaît pas encore en détail, mais est-ce que vous faites ces pas-là vers les autres? C'est-à-dire que on a du mal, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, à se dire quel groupe qui ne fait pas partie du nouveau Front populaire pourrait aller vers vos positions. On n'a pas l'impression que vos positions économiques soient à même de séduire un autre groupe parlementaire que ceux qui font déjà partie de la gauche aujourd'hui. Vous verrez à partir des propositions détaillées qu'on fera, mais je ne crois pas qu'elles soient insurmontables quand il s'agit pour les hyper riches de participer un peu plus à l'effort public. Je crois que les députés macronistes peuvent l'entendre, y compris des députés du groupe Lyotte, y compris même des députés LR qui l'entendent localement. Et quand on regarde la colère du 10 septembre, on voit aussi qu'il y a dans cette idée du sentiment d'injustice fiscale, du sentiment que ce sont toujours les petits qui payent, quelque chose qui nous donnerait une majorité. Après, avec les majorités, elles se construisent, non, les voix du bloc central aussi, elles se construisent petit à petit. Moi, je suis l'auteur de la loi influenceur, première loi transpartisane votée sous la précédente législature. Je crois que on peut réussir à dégager des consensus, mais pour ça, il faut prendre le temps, sur des sujets plus sensibles. Il y a des sujets, les numériques, qui sont plus faciles pour dégager du consensus. Il y a des sujets qui sont plus conflictuels, les sujets
qui sont souvent instrumentalisés, la sécurité, l'immigration, mais des sujets qui peuvent fabriquer du consensus. Sur le budget, je crois qu'il y a moyen de se dire quel est le niveau de dépenses d'éducation qu'on veut, quel est le niveau de fiscalité, si on ne présente pas les choses comme l'a fait François Bayrou, comme un bloc où c'est oui ou non, et dans ce cas-là, ça ne peut qu'être non. Dans les différentes propositions de l'après-Bayrou, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur son idée de destituer le président de la République. Jean-François Copé, maire LR de Meaux, maire Les Républicains de Meaux, considère qu'Emmanuel Macron doit démissionner. On va l'écouter, il était tout à l'heure l'invité d'Europe 1 dans l'émission de Pascal Praud. Il n'est pas question qu'il démissionne en 24 heures, ça n'a aucun sens. Mais dire que aujourd'hui, tout est bloqué parce qu'on n'a pas de majorité absolue. C'est une évidence. Et donc, la seule manière d'en sortir, c'est d'être lucide sur le fait que les Français ne veulent plus en réalité d'Emmanuel Macron. On peut le regretter. C'est pas, moi, j'ai pas un débat personnel, mais on le voit bien. On le voit à travers les sondages. On le voit aussi à travers le désintérêt des Français pour la politique nationale. C'est très frappant. Ils en parlent à peine. Ils en ont ras-le-bol. Arthur Delaporde, vous avez dit François Bayrou, il est nul, on n'en veut plus, il y a quelques minutes ici sur cette antenne. Emmanuel Macron, vous diriez quoi? Emmanuel Macron, c'est le président de la République et il a un mandat. Un Premier ministre est infusible. C'est la logique de la Ve République. Le président de la République, a priori, il exerce son mandat jusqu'au bout et s'il souhaite partir, c'est à lui de partir. Mais moi, je n'appellerai ni à la démission du président de la République, ni à une destitution parce que je ne considère pas qu'il n'ait pas respecté ses obligations constitutionnelles. Il a utilisé son pouvoir, celui de dissoudre l'Assemblée nationale. Peut-on lui reprocher? Oui, politiquement. Est-ce une faute de nature à générer une destitution qui est, je le rappelle, une procédure héritière de la haute trahison? Je ne le crois pas. Donc vous ne pensez pas qu'il est également comptable de la situation économique dans laquelle on est aujourd'hui? Il est carbonisé, il a une responsabilité éminente dans ce qui se passe aujourd'hui. Pour autant, je vais pas dire Macron démission, ça ne serait pas constructif. Ce qui est constructif, c'est de partir de ce qu'on a. On a un Parlement composite, faut qu'on trouve des majorités et qu'on fasse un budget. C'est assez pragmatique finalement. Vous trouverez jamais de majorité pour faire des budgets. Autant sur la loi sur les influenceurs, vous avez raison, sur des lois qui sont moins importantes, mais le budget, moins importante que le budget. Voilà, c'est pas pour faire offense. Je vous l'accorde. Mais il y a une loi sur la capillarité aussi. Oui, c'est vrai, et sur les abeilles. Ouais. Mais c'est-à-dire que le budget, c'est aussi la traduction d'une politique qui est menée par un gouvernement. Et donc vous entendrez jamais le PS avec Bayrou sur la question du budget, le RN avec Bayrou sur la question du budget. Donc cette majorité, elle est introuvable sur le budget en l'état actuel. Mais ça, vous le déclarez a priori. En fait, on n'a pas testé l'alternative politique. On pourrait donner au RN cette marotte, dire tiens, essayez au RN de constituer un budget. Et vous non plus. Il n'arriverait pas, mais pour une raison différente. C'est la raison du Front républicain et qu'en fait, ils n'ont aucune marge d'élargissement sinon à LR. Je crois en revanche que nous, on avait cette posture-là. Même on l'avait dès l'été dernier, on avait dit on est prêt à discuter, on est prêt à négocier. Et aujourd'hui, je le redis, si on nous donne les clés du pouvoir, on sera prêt, évidemment, à discuter. Parce que les Françaises et les Français ne sont pas non plus dans une espèce de dégagisme absolu. Ils comprennent aussi qu'on a besoin de gouvernement, de faire des compromis. Et malheureusement, c'est ce que François Bayrou n'a jamais essayé de faire. Il n'a jamais essayé C'est ce à quoi il appelle, en l'occurrence. Oui, il appelle d'une certaine manière à faire nation. Il essaye. Et c'est pas pareil de dire faisons nation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou si vous ne l'êtes pas, c'est que vous êtes contre moi. Je trouve ça extrêmement conflictualisant. C'est peut-être comme ça que vous le prenez. C'est comme oui ou non la confiance. C'est ça en fait. Le oui ou non. En fait, c'est à partir du moment où il le dit, c'est conflictuel. Adrien, vous n'avez pas l'impression que les pas que vous feriez en direction des macronistes, vous perdriez automatiquement de l'autre côté avec la France insoumise, qui n'est pas exactement un partenaire le plus conciliant insoumis en plus. Qui existe dans l'hémicycle. Tout dépend de ce que nous arrivons à apporter. Si aujourd'hui on arrive à expliquer que par notre budget on a une augmentation du pouvoir d'achat des Français, une amélioration du système de santé, une amélioration des dépenses d'investissement pour la transition écologique, que l'effort fiscal sera plus justement réparti, je mets au défi quiconque à gauche de censurer un gouvernement justement, faut voir ce que ça veut dire plus justement. Mais oui, Monsieur Barnier a aussi parlé de justice fiscale, on lui est tombé dessus et puis après finalement il n'était pas d'accord, il n'était pas en phase avec ses électeurs. Oui, parce qu'il était tenu par sa majorité. Mais je ne crois pas qu'on serait surpris par la vôtre aussi, que les socialistes cherchent à augmenter l'imposition des plus aisés. C'est d'ailleurs tout ce qu'a détricoté Emmanuel Macron quand il est arrivé au pouvoir. Oui, mais justement, en l'état actuel. Mais ça, c'est aussi une histoire de dogme, pardonnez-moi. Vous parliez de dogme tout à l'heure. Non, parce que c'est un principe de réalité. Mais c'est pas un principe de réalité. Quelle est la réalité pour vous? La réalité entre 2012 et 2017, c'est que les inégalités dans ce pays, elles ont réduit.
Pourquoi ils ont réduit? Parce qu'on a augmenté l'imposition du patrimoine des ménages les plus aisés. Et ça n'est pas injure de dire que quand on est plus riche, on a plus d'argent pour payer des impôts. Ça n'est pas injurieux. Dites ça aux riches et puis on va mettre un riche en face de vous et puis on va voir ce qu'il va vous dire. Je me souviens très bien de ce qu'on annonçait au moment de la victoire de François Hollande. On peut rentrer dans un débat sur la méritocratie, on peut montrer ce que vous voulez. Au moment où François Hollande a gagné, on nous disait les queues de Porsche à la frontière suisse. Je ne crois pas, image à l'appui, sinon par intelligence artificielle, que ceci ait existé. Donc vous voyez bien que cela relève. Parce que les Français sont patriotes, parce qu'ils aiment leur pays. Les Français sont patriotes et qu'ils aiment leur pays. Mais c'est pas parce qu'ils aiment leur pays qu'ils doivent, parce qu'ils sont riches, payer plus d'impôts. Au bord de la falaise. Qu'ils ont payé déjà assez. Je leur dis, alors expliquez à monsieur X qui gagne 1500 € par mois, qui se retrouve à découvert, à qui on va dire, on va te geler tes salaires et par ailleurs t'augmenter tes impôts puisqu'on fait une année blanche. Allez lui dire qu'on lui fait ça et qu'il va se retrouver à découvert parce que monsieur machin veut gagner 10 millions d'euros de plus. Je suis pas sûr que Pierre Deville dise ça, et que personne ne dise ça d'ailleurs. Eh bien moi je connais des personnes riches qui disent taxez-moi. Est-ce que vous pensez que les marges de manœuvre, parce que dernière question, Adrien Matou de Marianne. À gauche aujourd'hui, alors moi je suis pas du tout hostile au fait que les plus riches doivent participer davantage, mais on a l'impression que parfois quand même on brandit Bernard Arnault en faisant croire aux Français qu'il suffirait d'aller soutirer à quelques milliardaires des centaines de millions d'euros pour arriver à un équilibre budgétaire. Vous savez très bien que c'est pas vrai et qu'il faudrait taper, en réalité, un pourcentage beaucoup plus élevé de la population, les 25% les plus riches, les 30% les plus riches. Qui paye déjà beaucoup, c'est le fameux Nicolas qui paye, qui revient souvent. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais j'irai plutôt sur l'idée que, bien sûr que si. Parce que c'est Arthur, c'est pour ça que Nicolas, ça le... Arthur non, mais parce que je sais d'où ça vient, qu'il l'alimente et à quel point c'est aussi un mot de ralliement. Mais c'est tout à fait concret. D'une certaine sphère politique. Mais ce qui est très concret, en revanche, c'est que c'est un peu Nicolas qui paye, moi je lui demande de venir, je vous demande de regarder un peu, il y a eu 2-3 enquêtes là-dessus, c'est assez intéressant. Peut-être même dans Marianne. Mais je veux juste dire qu'aujourd'hui, ceux qui ne payent pas, ce sont les ultra-riches. Leur niveau d'imposition est inférieur structurellement au niveau d'imposition des classes moyennes. Je crois que M. Bernard Arnault, puisqu'on parlait de lui, a été auditionné par une commission et il a dit la somme qu'il payait à la fois parce que vous parlez personnellement en valeur absolue et aussi pour son entreprise, c'est assez considérable. Mais quand on gagne 100 milliards d'euros, payer 1 milliard, c'est beaucoup. Mais sauf que quand on gagne 100 000 €, payer... Vous savez très bien que les ultra-riches sont taxés à 45 voire 48%, puisque la taxe supplémentaire qui a été faite sous Nicolas Sarkozy est toujours là, non, il faut arrêter, vous savez très bien. Alors qu'elle devait être provisoire. Non, mais il faut arrêter d'entretenir ces confusions, vous savez très bien. Aujourd'hui, ce sont des réalités. Non, parce qu'on dit ils sont taxés à 45%, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, ils sont pas taxés à 45%, si vous voulez. Mais ils ont des très bonnes stratégies pour faire que leur argent, ils l'optimisent et ils sont, par exemple, moi je les connais pas personnellement. Vous allez vous mettre dans l'embarras sur de la porte, j'ai l'impression. Mais des personnes très riches qui utilisent des biens de leur société foncière, etc. et qu'ils en ont l'usufruit, mais derrière ils n'en sont pas propriétaires, donc ils ne sont pas taxés dessus. C'est ça le problème de la France. Et donc en fait ils ont un niveau d'aisance qui dépasse l'entendement. C'est ça le problème, c'est les riches. Bien sûr que les problèmes de la France, et le problème de la France, c'est les riches. Ce sont ces riches qui ne payent pas assez d'impôts et qui les font payer aux classes populaires. Merci Arthur Delaporte.